bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons le grand plaisir d'accueillir le docteur Sébastien Fox, connecté depuis le Royaume-Uni et plus précisément de la ville de Farnham. Sébastien va nous présenter Éclairer les ombres du coaching d'équipe. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir Yotis et bonsoir à toutes et à tous et tous les synergiens. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et aujourd'hui. Alors Sébastien, comment vas-tu? Comment te sens-tu là ce soir? Alors très bien, je suis excité vraiment pour avoir l'occasion de partager mes recherches. Alors pour l'instant, très excité. Merci. Merci à toi justement de nous partager tout ça. Et avant de commencer, moi j'ai une petite question à te poser. Lors de ton exercice pré-webinaire, tu avais mentionné que tu étais en retraite. C'est un point commun que nous avons à peu près même passé dans la même période. Alors, pour les synergiens qui nous suivent, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste et d'après ton expérience, en quoi est-ce utile à notre époque? Oui, alors j'aime beaucoup les retraites parce que pour moi, c'est l'occasion vraiment de sortir de la pratique et vraiment de réfléchir sur soi et de tout ce qui se passe. Alors, j'étais en retraite avec des amis pendant une semaine. On est tous des coachs d'équipe. Alors, on a passé la semaine vraiment à se poser des questions autour de notre pratique, de nous-mêmes et vraiment d'apprendre d'autres choses vraiment qui nous intéressent. Alors, c'est vraiment co-constructé. Alors, on n'a pas d'agenda quand nous arrivons et nous décidons au moment ce que nous allons faire. Et nous passons la semaine à en discuter, aller se promener pour être dans la nature, pour se poser des questions et de se mieux connaître. Alors vraiment, je trouve ça très émergent particulièrement, mais vraiment, je trouve l'énergie que ça me donne, c'est vraiment important pour moi et ma pratique. Alors oui, très 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 important. Et ça a l'air d'être une retraite un peu philosophique, comme ça, entre philosophes de l'Antiquité moderne. Philosophie, oui, bien sûr, et d'amitié, c'est pour ça que je les aime, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et tu sais, surtout, c'était aux recherches des sangliers, parce qu'on était dans une forêt à l'ouest de l'Angleterre, où il y a beaucoup de sangliers. Alors, c'est comme la Provence. On les voit jamais, mais on voit tout ce qu'ils ont fait dans les jardins et partout. Mais par contre, toi, tu étais en retraite, si je comprends bien. Oui, moi, c'était une retraite un peu plus stricte que ça. Ah oui? C'était pas de smartphone, pas de parole, en silence. Et Oui. j'étais avec que des inconnus, donc des personnes que je connaissais pas. On était une quinzaine. Par contre, j'ai rencontré là quelqu'un que je connaissais, qui sera peut-être l'un de nos prochains orateurs. Nous allons voir. Et le mot-clé pour peut-être le trouver, parce qu'il est quand même assez connu, c'est peut-être justement, quel hasard, c'est émergence, le mot, comme toi, émergent. Donc ce mot qui est si important, donc voilà, il se réunit ici pour le webinaire. Merci beaucoup Sébastien. Alors, Sébastien Fox, docteur en coaching et mentoring de l'université d'Oxford Brookes au Royaume-Uni, coach exécutif et coach d'équipe certifié, et on peut le dire, un chercheur passionné par le développement des dynamiques de groupe et par l'évolution des comportements individuels. Mais Sébastien, faisons un petit saut dans le temps et plus précisément dans le passé. Sébastien, tu as débuté ta carrière dans la finance à Londres avant de rejoindre une entreprise internationale de produits de grande consommation, FMCG, évoluant pendant 11 ans à des postes clés au Royaume-Uni, en Asie et en Europe. De retour au Royaume-Uni, tu as ensuite occupé le poste de directeur marketing et développement commercial dans un cabinet d'avocats, une position que tu as tenue pendant 2 ans. C'est à ce moment que tu as fondé ta propre entreprise de conseil, axée initialement sur la collecte de feedback client pour les cabinets professionnels. Et c'est là que tu réalises que le feedback seul n'est pas suffisant, à moins que des actions concrètes ne soient mises en place, soulignant ainsi l'importance cruciale d'agir sur ce feedback pour transformer véritablement les pratiques. Cela t'a conduit à t'intéresser à la manière dont le comportement des individus évolue et finalement vers le coaching.
En tant que coach exécutif certifié en 2016 et spécialiste du coaching d'équipe certifié en 2017, tu as aidé de nombreux dirigeants et de nombreuses équipes à optimiser leur efficacité en mettant l'accent sur les interactions et leurs conséquences au sein des équipes. Tu aides donc les équipes à devenir plus efficaces en leur permettant d'identifier, de comprendre et de traiter ce qui les empêche de réaliser leur plein potentiel, comme les sujets tabous ou des éléments dont l'équipe n'a pas initialement conscience. En créant un espace sûr pour ces conversations, tu aides les équipes à aborder les défis et les problèmes de manière constructive et à atteindre les changements souhaités. Tu t'appuies sur ton expérience de collaboration avec des organisations publiques et du secteur associatif, ainsi que des multinationales au Royaume-Uni et à l'étranger. Titulaire d'un doctorat en coaching et mentoring, tu as exploré comment les équipes perçoivent l'utilité du coaching, ce qui t'a amené à l'élaboration d'un nouveau cadre pour le coaching d'équipe. Tu détiens le certificat avancé de coaching d'équipe de l'ICF et co-dirige le groupe d'intérêt spécial sur le coaching d'équipe de l'EMCC. En tant que responsable de la recherche au sein du team Coaching Studio, tu diriges et façonnes l'agenda de recherche pour rester à la pointe de la réflexion des praticiens au coaching d'équipe. Tu es également auteur de plusieurs articles pour des revues spécialisées en coaching et tu travailles actuellement sur un livre basé sur tes recherches doctorales. Résidant dans le sud de l'Angleterre et partageant ton temps entre le Royaume-Uni et la Provence, tu es passionné de ski et de rugby. Voilà, Sébastien, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour qu'on en puisse en savoir davantage sur toi? Alors, merci Yotis, c'était une introduction très très bien faite. Alors, il n'y a pas grand-chose à rajouter, mais seulement que j'aime beaucoup faire le vélo. Alors, j'aime les meilleures pensées quand je suis en vélo et surtout en Provence, parce que je trouve vraiment être dans la nature, passant par les petits villages, sur les collines, par les vignobles, c'est vraiment, je trouve ça très très spécial et vraiment c'est là où j'aime tous mes meilleures pensées. Alors voilà, un petit peu plus. Tu fais combien de kilomètres en vélo, toi, par semaine environ? Alors tu sais, ça dépend vraiment. Alors peut-être ça fait une centaine, peut-être ça fait 200. Vraiment, je fais plus quand je suis en Provence parce que il fait meilleur temps et j'ai plus de temps pour le faire en plus. Mais oui, vraiment, ça dépend beaucoup. D'habitude entre 100 et 200, je dirais. Bon, un jour, je vais essayer de faire au moins 1 kilomètre et on verra bien, moi, de mon côté. Alors, merci Sébastien. Tu vas nous présenter éclairer les ombres du coaching d'équipe. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce sujet plutôt qu'un autre? Alors, pour moi, Yotis, on verra pendant la présentation, mais pour moi, je trouve pour l'instant, dans le domaine du coaching d'équipe, il n'y a pas beaucoup de recherche et vraiment, il y a très peu de modèles ou systèmes qui sont bien connus, mais ils n'ont pas toutes les réponses pour toutes les situations. Alors vraiment, je voulais trouver ou voir s'il y a un autre moyen de comprendre les séances de coaching d'équipe. Et bien entendu, j'aurais pu parler de beaucoup de choses qui en sortent de mes recherches, mais à mon avis, et vous verrez, la chose la plus intéressante, c'est le sujet de l'émergence et de vraiment illuminer les ombres des équipes. Alors c'était vraiment un sujet qui me parle très fortement et vraiment quelque chose que je pense qui est très intéressant à partager avec tout le monde. Eh ben, un grand merci. On est impatient de découvrir tout ça. Je t'invite à commencer, Sébastien, ta présentation. Et moi, je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. D'accord. Merci, Yutis, et encore bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous allons explorer ensemble un aspect essentiel du coaching d'équipe, le rôle de l'émergence dans les dynamiques d'équipe et comment cela peut transformer les résultats de vos interventions. Je vais poser le contexte de notre conversation, en commençant par une brève discussion sur ce qu'est le coaching d'équipe et les différentes définitions qui en existent. Ensuite, je passerai à ma recherche en posant cette question centrale. Comment savoir qu'une séance de coaching a été utile pour une équipe? Je parlerai ensuite de certains problèmes inhérents à la littérature existante et à de nombreux modèles de coaching d'équipe qui mettent souvent l'accent sur un objectif spécifique.
Puis j'exposerai en détail les résultats de ma recherche en abordant ce que les équipes trouvent le plus utile dans le coaching. Enfin, je présenterai des idées pour les coachs qui veulent tenter le coaching avec le processus de l'émergence avant de résumer les points clés. Alors, pour commencer, je crois forcément que tout coaching d'équipe est systémique. Peu importe que le terme systémique figure ou non dans le titre du coaching, je pense que tout coaching l'est intrinsèquement. Au niveau le plus bas, une équipe est également un système propre. Cependant, il existe plusieurs définitions du mot systémique. La première définition fait référence à l'écosystème plus large, une perspective adoptée par David Clutterbuck et Peter Hawkins par exemple. Hawkins utilise également une deuxième définition selon laquelle un système est un ensemble imbriqué et interconnecté qui commence par l'individu et s'étend à l'écosystème plus large. Mais je dirais que ces définitions, ainsi que celles utilisées dans les modèles existants, négligent une troisième définition que je considère plus importante, ce que nous entendons vraiment par système. Autrement dit, pensez-vous qu'un système est une structure linéaire avec des relations de cause à effet ou une intervention de coaching produit un résultat prévisible et défini? Ou considérez-vous une équipe et une organisation comme un système complexe et adaptif où la linéarité ne s'applique pas et où les comportements humains sont imprévisibles, ce qui rend les résultats d'une intervention de coaching incertains? Il est important de clarifier ce que nous entendons par système, car je soutiendrai qu'il y a une contradiction inhérente à croire qu'une équipe ou une organisation est un système complexe et adaptif tout en suivant un modèle linéaire. Deuxièmement, je dirais que tout coaching d'équipe est contextuel et situationnel. Chaque intervention et même chaque séance avec une membre d'équipe est unique. Les différences peuvent être évidentes, par exemple, lorsqu'un membre d'équipe part ou rejoint l'équipe, ou plus subtil, comme des changements dans la manière dont les membres se présentent ou des événements qui affectent la manière inconsciente. Troisièmement, il existe de nombreuses définitions du coaching d'équipe. L'un des défis pour la profession est qu'il n'existe pas une définition universellement acceptée de ce qui constate le coaching d'équipe ou de ce qu'il vise à accomplir. Si nous examinons les différentes définitions, certains thèmes reviennent fréquemment. Collaboration, travail avec un système, changement, dynamique relationnelle, objectif commun, apprentissage en tant qu'équipe et atteinte d'une autre performance, par exemple. Pour être clair, de ma part, je pense que le coaching d'équipe vise à aider une équipe à atteindre le changement souhaité. Toutefois, ce changement varie d'une équipe à l'autre et souvent, les équipes ne savent pas au départ quel changement elles souhaitent atteindre. Cela ne devient évident qu'au fur et à mesure que le coaching progresse. Si nous tournons maintenant vers la définition d'une équipe, voici la description fondatrice proposée par Katzenbach et Smith. Une équipe est un petit nombre de personnes ayant des compétences complémentaires qui se sont engagées à poursuivre un but commun, des objectifs de performance et une approche pour laquelle elles se tiennent mutuellement co-responsables. Et même que c'est une définition de 83, pour moi, c'est toujours courant et je pense qu'il n'y a pas mieux de définition. Alors, c'est toujours une définition, moi, que je porte avec les équipes en travaillant avec eux. En ce qui concerne le coaching d'équipe, l'ICF le positionne sur un continuum. À une extrémité se trouve le coaching d'équipe pur, à l'autre, le team building, puis ensuite à la formation, au conseil, au mentorat, et enfin la facilitation d'équipe. J'ai adapté ce tableau de l'ICF que vous reconnaissez peut-être pour tenter de mettre en évidence certaines distinctions. Mais en réalité, il existe un chevauchement considérable entre ces modalités. Au cours d'une séance donnée, il est fréquent de passer d'une modalité à l'autre. Dans mon expérience, il est rarement possible de se limiter strictement au coaching d'équipe tout au long d'une séance ou d'un engagement. Il est souvent nécessaire d'adopter une fluidité entre les modalités. En général, une certaine facilitation est nécessaire au début et ce n'est qu'une fois que l'équipe se sent à l'aise qu'une approche avec les processus de l'émergence devient possible.
En examinant certaines définitions, j'en ai sélectionné 4 pour illustrer la variété. Il en existe bien d'autres, mais celle-ci donne une idée de la gamme disponible. J'ai inclus une définition de Michel Giffard et Michel Moral, une de Peter Hawkins, une de Georgina Woodstra, qui a beaucoup écrit sur le coaching d'équipe, et enfin la mienne. Je vous invite simplement à réfléchir à celle qui résonne le plus avec vous. Il n'y a aucun jugement attaché à cette définition. Certains parleront davantage à certains, moins à d'autres, et c'est bien aussi. Ce qui compte, c'est d'être clair sur votre propre philosophie de coaching, votre posture et ce vers quoi vous êtes attiré. Alors, tournons maintenant à une question. Comment savoir qu'une session de coaching a été utile? Et je vous laisse 2 ou 3 minutes à réfléchir surtout sur 2 questions. À quoi ressemble le succès et quels sont les indicateurs d'une session utile? Voici les questions. Donc, comment savoir qu'une session de coaching a été utile? À quoi ressemble le succès? Quels sont les indicateurs d'une session utile? Et nous avons déjà quelques réactions. Nous allons donc voir cela dans le chat. N'hésitez pas donc à mettre vos réponses également. Nous avons donc Kevin qui nous propose sur différents niveaux, l'énergie individuelle et ou collective, la prise de décision, le plan d'action et énergie que va mettre le client dans l'action. Ça, c'est pour la première question. La deuxième, donc, sur à quoi ressemble le succès, c'est une énergie et une dynamique du client, individuelle ou collective, les émotions, la cohésion, le résultat à la fin de la séance, mais aussi la clarté. Et pour la troisième question, il nous propose toujours très personnel en fonction du client et de la demande. Et nous avons donc Cécile qui nous propose aussi ses réponses. Un client qui tire des apprentissages de ses sessions et se met en action pour les mettre en pratique. Indicateur de session utile égare le retour du client et c'est le client qui définit l'utilité. Nous avons donc d'autres réactions encore. Alors, je vais encore en prendre 2, 3. Ici, nous avons pour Anaïs, de mon côté, je mesure la réussite à la qualité de la communication après la séance. Si l'équipe arrive à gérer ses conflits plus sereinement et que les non-dits sortent enfin au grand jour, je considère qu'on en a fait un pas vers la réussite. Et nous avons également Julien qui propose personnellement, je me fie beaucoup au retour à chaud de l'équipe. Si à la fin de la séance, j'entends des phrases comme « on a enfin compris pourquoi on bloquait sur ce point » ou « maintenant on sait comment s'y prendre », je sais qu'on tient un indicateur d'utilité. Et allez, on va terminer avec Sophie. Je regarde aussi la façon dont chacun prend ses responsabilités après la session. Si les personnes s'engagent vraiment à mettre en place ce qu'elles ont défini et qu'on voit un vrai suivi derrière, on peut parler de succès. Voilà, il y a énormément de réactions. Allez, on va prendre encore une dernière, c'est celle de Nadia. Et Nadia nous dit le succès, c'est l'atteinte de ses objectifs ayant un impact positif. Et allez, on est sympa, il y en a plein, hein, ça continue. On prend celle de Sonia. C'est utile lorsqu'il y a une prise de conscience et une envie de mettre en action. Voilà, Sébastien. Voilà. Et merci à tout le monde pour votre réponse. Ça montre également qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question. Ça dépend. Et on va explorer plus comment peut-être on peut voir du côté ou du parti de l'équipe comment eux ils trouvent la session utile. Alors merci encore tout le monde. Alors oui, bien entendu, comme tu as bien expliqué, Yotis, il y a beaucoup de réponses possibles et on a entendu plusieurs déjà, mais aussi également, ça peut être parce que les objectifs convenus soient atteints, de nouvelles prises de conscience, apprentissage ou des découvertes imprévues qui sont non liées aux objectifs initiaux. Et à mon avis, si l'on se réfère au modèle de coaching, on constate généralement que la séance est évaluée et qu'un retour d'information est demandé en fonction des objectifs initiaux convenus au départ de leur niveau atteint. Cependant, je dirais, et on a bien entendu, qu'il existe d'autres façons pour une séance de coaching d'équipe d'être utile. 2 aspects en particulier me viennent à l'esprit: l'émergence de nouvelles prises de conscience au sein de l'équipe, comme j'ai expliqué, et surtout les
nouvelles connaissances ou perspectives qui n'ont rien à voir avec les objectifs initiaux fixés pour l'engagement de coaching. Et ça, pour moi, il y a vraiment des problèmes avec l'évaluation basée seulement sur les objectifs. Et premièrement, je dis, comme j'ai mentionné plus tôt, je pense que le premier problème réside dans l'hypothèse d'une relation linéaire de cause à effet entre un certain ensemble d'interventions ou d'étapes de coaching et un résultat spécifique, qu'il s'agisse d'une performance, de la résolution de dynamiques relationnelles ou d'une meilleure connectivité dans le système ou d'autres choses, quoi que ce soit. Toutes ces choses ne sont pas prévisibles. Si l'on suppose que les équipes et les organisations ne fonctionnent pas de manière linéaire, et en effet, certaines personnes pensent même que considérer les équipes ou les systèmes comme des entités distinctes et problématiques, cela revient à réduire les actions humaines à des comportements simplistes, alors que les individus ne se comportent pas de manière simple. Le deuxième problème lié à l'évaluation d'objectifs en tant que mesure de réussite est la question suivante. De quel objectif parle-t-on? Comme beaucoup d'entre vous l'ont sans doute constaté dans le coaching, il arrive souvent que le point d'arrivée soit très éloigné du point de départ, car les objectifs évoluent au fil du temps. Alors, en prenant en compte quel objectif le succès est-il évalué? S'agit-il des objectifs initiaux convenus lors du contrat ou des nouveaux objectifs qui ont émergé au cours du coaching? Un autre élément à considérer est à qui appartient la perspective adoptée. Le point de vue du leader d'équipe, de l'équipe elle-même, du coach ou du sponsor, voire les parties prenantes, tout peut varier considérablement quant à la perception de l'atteinte des objectifs. De plus, le moment où la question est posée influence les réponses. Des recherches montrent que les retours d'évaluation d'une séance peuvent être très différents selon qu'ils sont recueillis immédiatement après la séance, à la fin du programme ou encore 18 mois plus tard. Enfin, il est important de souligner qu'une séance de coaching d'équipe peut être réussie si l'équipe apprend quelque chose et notamment si elle apprend à réfléchir ensemble, puis à utiliser ce qu'elle a appris dans cette réflexion pour modifier sa façon de travailler collectivement à l'avenir. Cela pourrait être en soi l'élément le plus précieux que l'équipe retire du coaching, sans aucun lien avec l'atteinte d'objectifs spécifiques. Alors, passons maintenant aux résultats de la recherche. Et c'est une étude qualitative menée auprès de 25 membres et coachs d'équipe dans 13 pays, dans l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie et autre part. Alors, c'était pas seulement en Europe. Et c'était vraiment visé à aider les praticiens. C'était quelque chose de très important pour moi. Et l'accent a été mis sur ce qui rend les sessions individuelles utiles. Alors, c'était vraiment, je regardais vraiment sur chaque session. Et la première chose que je souhaite partager avec vous est la définition du coaching utile que j'ai tirée de mes recherches. Et cette définition, comme vous voyez ici, est la suivante. Le coaching d'équipe est perçu comme utile lorsque les membres de l'équipe travaillent à atteindre ce qu'ils se sont fixés comme objectif explicite ou les résultats, tout en passant par un processus d'émergence pour révéler et traiter les besoins implicites ou non exprimés de l'équipe, dans le but de créer un changement. Et je vous laisse quelques instants pour réfléchir sur cette définition. Pour que cela se produise, deux processus distincts sont à l'œuvre. Le premier concerne les conditions fondamentales qui doivent être en place pour permettre d'atteindre les objectifs explicites définis dans le contrat original. Le second se rapporte aux facteurs d'influence qui permettent de faire émerger les besoins implicites de l'équipe. Et je vais maintenant prendre un peu de temps pour expliquer ces deux groupes de processus. Alors, premièrement, les conditions fondamentales. Et vous reconnaissez peut-être quelques-uns d'entre eux. Bon, pour commencer, la première condition fondamentale est à développer une compréhension commune. Beaucoup associé cela à la contractualisation.
Et oui, cela en fait partie, mais cela va au-delà. Une des découvertes importantes de la recherche est la nécessité de comprendre, gérer et clarifier attentes. Celle de l'équipe, celle des sponsors et bien sûr, celle du coach. C'est une étape super importante, souvent sous-estimée ou implicite, mais être vraiment clair sur les attentes dès le départ est essentiel pour réussir le coaching. La deuxième condition est se sentir suffisamment en sécurité. Cela correspond à ce qu'on appelle généralement la sécurité psychologique. Toutefois, je pense qu'il existe un problème dans la façon dont ce concept est compris et utilisé. Amy Edmondson, dans son travail fondateur, décrit la sécurité psychologique comme une condition permettant à une équipe d'apprendre ensemble, de se faire confiance et d'être vulnérables les uns envers les autres. Je suis d'accord, mais Edmondson considère la sécurité psychologique comme un concept collectif à l'échelle de l'équipe. Or, en tant que coach, cette approche n'est pas toujours utile. En réalité, la sécurité psychologique est avant tout individuelle. Une personne peut ne pas se sentir en sécurité dans l'instant, même si le reste de l'équipe se sent à l'aise. C'est particulièrement vrai dans des équipes diversifiées où il peut y avoir des minorités, des personnes neurodivergentes ou des différences marquées. Ce qui semble sûr pour une personne peut sembler très différent, voire dangereux pour une autre. Si nous supposons que la sécurité psychologique est un état collectif, nous risquons de manquer des signaux indiquant qu'un ou plusieurs membres de l'équipe ne se sentent pas en sécurité. Or, si quelqu'un ne se sent pas en sécurité, cela peut conduire à un désengagement, à des comportements perturbateurs ou à une rupture complète du coaching, empêchant tout progrès. Il est donc crucial que chaque membre de l'équipe se sente suffisamment en sécurité à un moment donné pour contribuer pleinement et accepter l'inconfort nécessaire à l'apprentissage. La troisième condition, c'est assumer ses responsabilités. Il n'est pas rare que les équipes s'attendent à ce que le coach leur fournisse des réponses ou fasse le travail à leur place. Cependant, un point fondamental que les équipes doivent comprendre, c'est qu'elles sont responsables de leur propre transformation. En tant que coach, vous ne pouvez pas effectuer le travail à leur place. Elles doivent découvrir leur propre pouvoir d'agir, cesser de blâmer d'autres parties du système et accepter ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas changer. Cela inclut également la reconnaissance de leur part de responsabilité dans les changements possibles. La dernière condition fondamentale, c'est apprendre et réfléchir en tant qu'équipe. La capacité d'apprendre et de réfléchir collectivement est, selon moi, l'un des éléments les plus importants que nous puissions aider les équipes à développer. Si une équipe peut prendre le temps et l'espace nécessaires pour réfléchir au processus qu'elle traverse et aux actions qu'elle entreprend, cela peut profondément l'aider à l'avenir. Tout changement durable repose sur cette capacité de l'équipe à apprendre, à réfléchir ensemble et à en tirer des enseignements. Ces quatre conditions fondamentales créent la base nécessaire pour que le coaching d'équipe soit efficace et que les résultats obtenus soient durables. Si nous tournons maintenant vers les facteurs d'influence, nous constatons qu'ils fonctionnent au-delà des conditions fondamentales. Tout d'abord, il s'agit du rôle du coach en tant qu'agitateur. Ce que je veux dire par là, c'est que le rôle du coach consiste à attirer l'attention de l'équipe sur quelque chose que le coach remarque et qui freine l'équipe, ou sur un schéma qui se répète, ce que ce soit au niveau de leur comportement, de leur façon de se relier les uns aux autres, ou de la manière dont ils abordent un sujet. J'ai choisi le terme agitateur parce que je crois que chaque fois que le coach intervient, il agite effectivement le schéma ou le comportement dans lequel l'équipe est engagée à ce moment-là. Cette intervention vise à attirer l'attention de l'équipe sur un aspect qu'elle n'avait pas encore remarqué. Cela peut être sur un sujet tabou ou quelque chose dont l'équipe n'a absolument pas conscience. Nous ne le savons pas à l'avance.
Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce qui est mis en lumière ne peut avoir aucun lien avec les objectifs initiaux fixés au début du coaching. Cependant, il s'agit de ce qui entrave l'équipe à ce moment précis. En attirant son attention sur cet aspect, on lui offre l'opportunité et le choix d'agir dessus s'il le souhaite. Peut-être ne le ferait-elle pas, mais important de lui donner cette liberté de choix. Une fois que quelque chose a été porté à l'attention de l'équipe, elle doit commencer à développer sa propre conscience autour de ce sujet. En effet, il se peut que nous, en tant que coach, remarquions ou interprétions un aspect que les membres de l'équipe comprennent de manière très différente. Il est donc important d'éviter d'imposer notre propre vision ou interprétation. Cela permet à l'équipe de discuter entre des membres pour clarifier ce que cela signifie pour elle, car c'est cela qui compte, ce que cela signifie pour l'équipe. Une fois qu'ils ont acquis cette prise de conscience, ils peuvent entamer un dialogue ou une discussion pour co-construire du sens collectif. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ce que cela signifie individuellement pour chaque membre de l'équipe, mais de déterminer ce que cela signifie pour l'équipe dans l'ensemble. C'est une étape vraiment importante, car même si nous parlons de co-construction du sens, chaque personne impliquée dans ce processus aura toujours sa propre interprétation personnelle. Il est donc essentiel de discuter et de s'assurer que tout le monde partage une compréhension commune de ce qui a été mis en lumière. Enfin, il est important que l'équipe décide ce qu'elle va faire de ce sujet. Une fois qu'elle a clarifié sa compréhension collective, elle peut déterminer les actions nécessaires pour avancer. Comme j'ai déjà mentionné, une fois que les conditions fondamentales sont réunies et que les facteurs d'influence peuvent jouer leur rôle dans le coaching, cela peut conduire à l'émergence. L'émergence, c'est le processus par lequel des sujets auparavant inconnus ou inexprimés au sein de l'équipe deviennent visibles et conscients pour l'équipe pendant le coaching. C'est le processus que j'ai décrit un peu plus tôt. Comme je l'ai dit, cette émergence permet aux équipes de choisir ce qu'elles souhaitent faire de cette nouvelle prise de conscience. Elles peuvent ainsi décider si elles souhaitent de reconsidérer ou de réviser les termes initiaux du contrat établi ou de ne pas le faire. Mais encore une fois, je ne saurais trop insister sur ce point essentiel. Vous ne pouvez pas savoir avec certitude ce qui va émerger. C'est pourquoi je pense que c'est hyper important de ne pas être trop rigide avec un modèle particulier. Tant que vous ne travaillez pas avec l'équipe, vous ne pouvez pas savoir si elle va faire émerger des sujets liés à votre modèle ou non. Et dans le cas où ce qui émerge n'est pas directement lié à votre modèle, cela soulève une question importante. Allez-vous vous en tenir à votre modèle ou allez-vous permettre à l'équipe d'explorer ce qui est présent pour elle? Alors, pour résumer jusqu'à présent, ce que je peux dire, c'est qu'atteindre les objectifs initialement convenus lors du contrat peut être utile pour les équipes dans une certaine mesure. Si l'équipe est très claire sur ce qu'elle veut accomplir, qu'elle a un objectif spécifique et qu'elle souhaite uniquement être accompagnée pour atteindre cet objectif, alors cela peut vraiment être utile. Cependant, ce que mes recherches ont montré, c'est pour la majorité des équipes, atteindre les objectifs initialement contractualisés est insuffisant en soi. C'est la combinaison de l'atteinte de ces objectifs initiaux et de l'identification et du traitement des objectifs émergents qui mène aux séances les plus utiles. Cela dit, bien sûr, toutes les équipes et même tous les coachs ne sont pas nécessairement à l'aise avec une approche basée sur l'émergence. Et si ce n'est pas le cas, c'est tout à fait acceptable. Dans ce cas, il est important de rencontrer l'équipe là où elle en est et s'il est incapable ou ne souhaite pas travailler de manière émergente et préfère une approche plus directive, cela est également tout à fait envisageable.
Alors, passons maintenant à un cadre méta pour le coaching d'équipe. J'ai déjà parlé des conditions fondamentales sous-jacentes nécessaires pour que les séances soient utiles. J'ai également évoqué les conditions implicites qui sous-tendent l'émergence. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est relier ces deux éléments. Alors donc ici, sur le côté gauche, sous l'explicite, on trouve ce qui est connu. C'est à partir de là que nous commençons la séance. Les 4 conditions nécessaires pour que les séances soient utiles sont établir une compréhension commune, s'assurer que les membres de l'équipe se sentent suffisamment en sécurité, prendre ses responsabilités et consacrer du temps collectivement à réflexion et l'apprentissage sur le processus qu'elle a traversé. Si ces 4 éléments sont en place, cela peut et probablement permettra à la séance d'être utile dans une certaine mesure. Cependant, ces 4 conditions seules sont insuffisantes pour que l'émergence se produise. Ce qui se passe, c'est que si le travail doit être émergent, alors, tout en restant dans l'explicite, le coach commence à agiter. Il le fait en attirant l'attention de l'équipe sur ce qu'il observe dans l'instant, quoi que ce soit en termes de comportement de l'équipe, de sensations somatiques ou d'un élément qu'il souhaite mettre en lumière. Une fois que l'équipe en prend conscience, elle peut alors diriger sa propre attention sur ce que cela signifie et ce qui lui permet de créer collectivement le sens. Une fois qu'ils ont passé le temps à créer le sens collectivement, ils peuvent alors vivre un changement. L'aspect intéressant est que ce changement peut ne pas produire immédiatement pendant la séance. Il peut survenir plus tard ou il se peut qu'il n'affecte pas tous les membres de l'équipe en même temps. Mais si ce changement se produit, alors l'équipe peut prendre une décision. Elle peut décider de réexaminer et de renégocier son contrat pour travail sur ce qui est désormais conscient et au premier plan, ou bien décider que c'est trop difficile à aborder pour l'instant, ou simplement ne pas vouloir discuter pour le moment. L'essentiel est que le coach d'équipe est désormais en mesure de prendre une nouvelle décision basée sur sa conscience acquise. Et c'est ce processus qui commence par l'explicite et où le coach d'équipe permet à l'équipe de faire émerger l'implicite qui lui permet de réaliser un changement au long terme. Et bien entendu, où on finit une session, ça devient le commencement d'une autre. Et c'est ce processus entre l'explicite et l'implicite, et un devient l'autre, que ça vraiment, c'est là vraiment où les équipes trouvent le coaching le plus utile. Donc, si nous regardons cela à nouveau, à travers l'ensemble du processus, ce que nous pouvons dire, c'est que l'émergence peut potentiellement entraîner certains changements de nouveaux objectifs et résultats inattendus. L'émergence mènera à de nouveaux objectifs au but et produira des résultats inattendus, parfois positifs et parfois négatifs. Enfin, elle aboutira à des changements durables. Et je pense que c'est intéressant dans tout cela, c'est que bien souvent, ce qui aide le plus les équipes, par exemple, cela m'est arrivé plusieurs fois, c'est lorsqu'un membre de l'équipe ou le leader de l'équipe quitte le groupe. Ce n'est jamais quelque chose qui est prévu dès le départ dans le contrat. Pourtant, c'est parfois la chose la plus importante pour permettre l'équipe d'avancer. Je pense qu'il est également important de garder à l'esprit que certaines séances de coaching sont bien sûr moins utiles ou que parfois ce que nous pensons avoir été utile pour l'équipe peut, avec le recul, être perçu par eux comme n'ayant pas été utile. En examinant rapidement certaines des conditions qui peuvent conduire à un coaching inefficace, je pense que la première chose à dire est qu'en réalité, si l'on pense aux 4 éléments fondamentaux que j'ai mentionnés précédemment, l'absence de l'un d'entre eux peut en soi conduire à une séance inefficace. Par exemple, s'il y a une compréhension commune inadéquate ou inexistante,
il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de compréhension partagée de ce qui a été accompli par rapport au contrat initial. Ou bien, si les participants ne se sentent pas suffisamment en sécurité, cela les empêchera de s'engager et de faire le travail nécessaire. Ainsi, vous pouvez voir comment l'absence de l'un des 4 éléments pourrait entraîner un coaching inefficace. Mais je pense également que, en particulier dans les situations où les gens ne se sentent pas assez en sécurité, ils pourraient se sentir incapables de s'engager, se sentir menacés ou même perturber le coaching dans son ensemble, comme je l'ai mentionné plus tôt. Une autre chose à souligner est que nous parlons souvent, en tant que coach d'équipe, de la préparation des équipes au coaching. Il existe d'ailleurs des questionnaires que vous pouvez utiliser pour vous aider à évaluer cela. Mais je pense que cela diffère de la préparation de l'équipe au changement. Autrement dit, une équipe peut être ouverte à être coachée, mais lorsque le moment vient d'assumer la responsabilité, elle ne peut pas être prête à assumer la responsabilité du changement requis. Alors, c'est tout à fait différent, à mon avis, à être prêt au coaching. Alors, avant de résumer, je voulais poser une autre question. En quoi peut se servir l'émergence? Et je veux vous laisser quelques instants encore pour répondre à cette question dans votre pratique. Comment pouvez-vous vous en servir du concept de l'émergence? Et je vous laisse maintenant 2 ou 3 minutes pour réfléchir. Et voilà, donc prochaine question, comment pouvez-vous vous servir du concept de l'émergence dans votre pratique? Et vous avez donc quelques instants pour pouvoir mettre vos réponses dans le chat. Alors, il y a déjà des réactions et je vais en prendre quelques-unes. Nous avons de la part de Dimitri ouvrir le champ du possible de manière exponentielle en considérant la limite comme obstacle à franchir. Véronica nous dit un bon framework pour préparer la séance. Alors, nous avons Kevin qui nous propose d'intervenir comme agitateur pour la création de conscience afin d'établir la co-construction de sens avec la construction d'un ADN d'équipe. Maxime qui nous propose, pendant les séances, je suis attentif à chaque signe de malaise, de curiosité chez les membres de l'équipe. Je pose alors les questions pour faire remonter ces ressentis à la surface. Souvent, ce sont de non-dits qui deviennent le thème essentiel de la séance. Nous avons Fatima. Dans le concept d'émergence, je vois surtout l'importance de laisser de la place à la surprise. Je signale régulièrement à l'équipe, j'entends qu'il y a un sujet qui se glisse entre les lignes. Est-ce qu'on peut le nommer? C'est un déclic pour eux de réaliser que quelque chose d'important essaie de se dire. Nous avons Naomi qui nous propose, j'utilise le dessin ou les mind maps collectifs, ça permet de voir en temps réel ce qui se forme dans la tête des gens et parfois un élément inattendu surgit sur la feuille. On explore alors ce nouvel élément pour comprendre d'où il vient et pourquoi il est là. On va encore en prendre 2 ou 3. Dans ma pratique, je trouve que l'émergence, nous dit Yannick, est plus simple quand je fais un check-out ouvert à la fin de chaque séance. Je demande à chacun qu'est-ce qui a bougé pour toi aujourd'hui. Les réponses sont souvent très révélatrices et me donnent des pistes pour la prochaine session. Nous avons donc Olivier qui nous dit avec l'émergence, je mise beaucoup sur l'observation du non-verbal. Quand je détecte une tension, je m'autorise à la nommer. J'ai l'impression qu'on est mal à l'aise à propos de ce thème. Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, ça libère la parole. Et nous avons également donc Isabelle qui nous dit « Pour moi, l'émergence se produit quand on autorise des échanges informels et pas seulement des tours de parole très structurés. Je laisse par moments l'équipe discuter librement et je rebondis ensuite sur les points clés qui ressortent. C'est un vrai levier pour explorer l'inattendu. » Et on termine avec Théo. Je propose parfois des exercices de visualisation ou de métaphores. Ça permet à chacun de se décentrer, de parler d'eux-mêmes et ou de l'équipe sous une forme symbolique. Et ça fait souvent émerger des croyances ou des peurs cachées. Et ça continue, ça continue. Ah, incroyable. Merci encore à tout le monde pour votre réponse. Hein. Vraiment des réponses incroyables. Je suis très heureux que vous êtes déjà là avec l'émergence. C'est très, très puissant à mon avis. Alors, continuons. Pour résumer, je vais repartager avec vous la définition d'un coaching utile que j'ai montré précédemment.
et vous donner une autre occasion de la lire et de réfléchir à ce sujet pendant un moment. Et je pense qu'il est important de dire que réaliser des objectifs spécifiques et prédéterminés ou se définir dans le contrat initial, qu'il s'agisse de performances élevées, de dynamique relationnelle, du fonctionnement du système ou d'autres aspects de fonction de l'équipe, ne constitue pas ce que les équipes trouvent le plus utile. Même si atteindre ces objectifs prédéterminés peut être utile dans certaines circonstances, ce que les équipes trouvent réellement utile, ce sont les processus qu'elles traversent lorsqu'elles vivent l'émergence. Cela conduit à une nouvelle prise de conscience, à de nouveaux objectifs potentiels et à des résultats bénéfiques inattendus. Un des objectifs de ma recherche était de produire des idées pour les coachs. Et voici un extrait de ces lignes directrices qui, je l'espère, seront utiles dans mon pratique si une approche émergente vous attire. Alors, pour commencer, comprendre et gérer les attentes, celles des équipes, des sponsors, mais aussi les vôtres. Cela vous aidera à relier ce qui a été réalisé pendant le coaching aux attentes initiales. Deuxièmement, ne pas fixer les objectifs trop tôt. Bien que de nombreuses formations suggèrent de définir rapidement les objectifs, la recherche montre qu'il est souvent préférable d'attendre. Cela permet à l'équipe de comprendre ce qui constitue vraiment un obstacle avant de fixer des objectifs. Contractualiser pour des objectifs émergents, que ce soit au début ou pendant le coaching, aide à gérer les attentes de l'équipe quant à ce qui pourrait survenir. Prochainement, se concentrer sur l'apprentissage de l'équipe. S'il ne s'agit pas seulement de ce qui a changé, mais aussi de la façon dont l'équipe a changé et des processus qu'elle a traversés. Si l'équipe peut apprendre à maîtriser ce processus, cela sera extrêmement bénéfique pour elle à l'avenir lorsqu'elle devra relever de nouveaux défis sans le coach. Quatrième, clarifier ce qui a été accompli. Du point de vue de quelle personne évaluez-vous le succès? Chaque partie prenante peut avoir une perspective différente. Et sur quelle période jugez-vous cela? Envisagez d'intégrer à votre pratique une évaluation à 6, 12 ou 18 mois après la fin de l'intervention du coaching. Cela pourrait offrir une perspective différente de celle obtenue immédiatement après la séance. Cinquième, se rappeler qu'une équipe est composée d'individus. Même si nous parlons d'équipes comme d'entités avec des approches ou des objectifs communs, elle reste composée de membres individuels, chacun ayant sa propre perspective sur la situation. C'est particulièrement important lorsqu'il s'agit de créer un environnement suffisamment sûr. Le sentiment de sécurité est avant tout une construction individuelle et non collective. Et dernièrement, tenir son modèle de coaching avec souplesse. Si vous avez un modèle ou une approche préférée, c'est bien, mais soyez prêt à l'adapter. Utilisez-le pour expliquer à l'organisation ou à l'équipe à quoi s'attendre, mais appliquez-le uniquement si la situation l'exige. Si quelque chose d'inattendu émerge, concentrez-vous sur ce qui est présent pour l'équipe et sur ce qu'elle souhaite traiter, plutôt que de vous tenir rigidement à votre modèle. Et finalement, pour renforcer les points clés, les équipes trouvent leur coaching utile lorsqu'elles atteignent leurs objectifs initiaux, tels que ceux définis dans le contrat initial. Cela peut être utile dans une certaine mesure, mais ce qu'elles trouvent encore plus utile, c'est d'atteindre les objectifs émergents. Ce sont les processus d'émergence qui sont les plus utiles pour les équipes. Le coach amène quelque chose à l'attention de l'équipe, lui donne la possibilité de créer sa propre conscience et de construire un sens collectif. Et c'est ça que les équipes trouvent le plus précieux. Enfin, l'émergence peut donner lieu à de nouvelles prises de conscience et à de nouvelles possibilités pour l'équipe, ce qui, à son tour, peut conduire à de nouveaux résultats inattendus. Ces résultats, qu'ils soient prévus ou non,
permettre à l'équipe d'atteindre le changement désiré. Merci. Un grand merci Sébastien pour cette présentation rigoureuse et très riche. Et aussi un grand merci pour l'effort linguistique. Nous avons bien conscience que le français n'est pas ta langue maternelle et nous apprécions d'autant plus que tu viennes partager tes recherches en français avec les synergiennes et synergiens du monde. Alors, de la part de toutes et tous, un grand merci, docteur Sébastien Fox, pour ce grand cadeau à toute la communauté. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est ambassadrice ICF Synergie pour la Tunisie. Elle est également vice-présidente d'ICF Tunisie et experte du pôle événements chez ICF Synergie. Bonsoir Nefissa. Comment ça s'est passé ce soir? Et j'apparais un peu en retard. Bonsoir Sébastien, bonsoir Yutis, bonsoir les synergiennes et synergiens. Oui, ça s'est très très bien passé. Le sujet était captivant pour nos participants. Il y a aussi des commentaires donc sur ta présentation, Bastien, donc très intéressant, modélisé d'une façon simple, le chemin de réflexion et travail d'une équipe et le roi du coach et du coaching. Il y en a beaucoup. Hein. L'image où on voit la construction de l'ADN. Il y a effectivement beaucoup de remerciements. Merci pour le partage et l'exercice n'est pas simple de la part de Kevin. Merci beaucoup Sébastien pour la présentation de vos recherches, très intéressant et éclairant, notamment concernant les étapes du processus. Donc beaucoup de remerciements à ton égard Sébastien. Et merci. Et d'accord. Pardon. Et si quelqu'un, et d'ailleurs, si quelqu'un veut me contacter, voici mes détails. Oui, et c'est le vrai Sébastien Fox, c'est pas une intelligence artificielle. Il a bien fait sa présentation en français lui-même. Il n'a pas triché. Un grand merci encore pour ça, Sébastien. Et moi, je continue avec d'autres réactions. Donc, il y a Alice qui nous dit merci beaucoup, Sébastien, ta présentation sur l'émergence me donne plein d'idées à tester avec mes équipes. Il y a Guillaume qui nous dit un immense merci, Sébastien. J'ai adoré la partie sur les objectifs explicites et implicites. Ça va changer ma pratique. Il y a Fintou qui nous dit merci, Sébastien, c'était extrêmement riche. Thomas, top webinaire, Sébastien, merci pour ces éclairages. Laura nous dit un grand merci à toi, Sébastien. J'apprécie la clarté des explications et la pertinence des exemples. Nicolas, merci Sébastien, j'ai apprécié le parallèle entre la sécurité suffisante et l'émergence, très instructif. Karine nous dit merci infiniment. Olivier, bravo et merci. Ça continue. Samira nous dit merci beaucoup. Ta façon de distinguer objectifs initiaux et besoins implicites est un vrai déclic pour moi. François, un grand merci Sébastien. Blablabla. Ça continue, ça continue, ça continue. Alors, donc, un grand merci Nefissa. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons qu'il vous sera utile pour éclairer votre pratique du coaching d'équipe basée sur les résultats de recherche scientifique. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo. Vous avez l'habitude, vous nous mettez des cœurs, des commentaires, vous partagez et ça a tendance à booster nos niveaux d'ocytocine et de dopamine. Quelques commentaires et surtout, si vous voulez être informé de la suite de prochains webinaires ou d'autres infos sur le sujet, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche et au nom de toute l'équipe d'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, transparence, robustesse, émergence, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Seb, je te laisse le mot de la fin. Alors, il me reste que à dire merci à toi, Yutis, à toi, Nefissa, et tous les ambassadeurs et tous les synergiciens pour avoir écouté ma présentation. J'espère que ça vous a aidé et vraiment, si vous êtes intéressé à apprendre plus ou me parler, surtout me contacter. Je serai très heureux de vous parler. Merci encore. Merci Sébastien, merci Nefissa, merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.